Voilà. C'est parti. Alors, bonjour à tous. Merci de nous retrouver en distanciel. On a pris cette option finalement au regard de l'évolution de la crise sanitaire. On aurait préféré évidemment vous accueillir dans nos locaux, mais il nous paraissait évidemment plus raisonnable de l'organiser sous cette modalité. Donc, ce sera une première, hein, Jean-Pierre. Le club dirigeant n'a jamais été organisé sous cette version-là. En tout cas, derrière l'écran, vous êtes magnifique. Donc, c'est un club qui va porter sur le thème du recrutement et qui s'inscrit surtout dans le cadre de la semaine de l'entrepreneuriat et de l'emploi, qui est pilotée par l'agglomération du Grand Sénonais, avec le concours de PEPS, de Pôle emploi, de l'OCAS, de la Fabrique à entreprendre. Donc, c'est une belle manifestation collective. Et donc, on a choisi sur ce club dirigeant de plutôt axer sur la partie recrutement, avec plusieurs témoignages qui vont donc de spécialistes, évidemment, qui vont nous permettre voilà, d'échanger sur les bonnes pratiques dans nos entreprises iconaises. Voilà. Donc, merci en tout cas à tous. On va essayer de respecter le timing, ça c'est important parce que je sais que les agendas sont toujours bien occupés. Et donc, Jean-Pierre, on s'arrêtera à 10 heures. C'est ça? Nous allons respecter cet horaire. Absolument. Voilà. Si vous voulez intervenir, n'hésitez pas à faire un petit signe de la main. On a une petite option là où on veut prendre la parole. Ça permet comme ça voilà, d'échanger tout en évitant de tous intervenir en même temps. Voilà. Bonne séance à tous en tout cas. Je te redonne la main, Jean-Pierre. Merci Hervé, merci. Oui, bienvenue à tous et Chloé Savoie qui vient d'arriver. Et effectivement, c'est une séquence à distance, mais maintenant nous avons tous depuis un an pris l'habitude de travailler avec ces outils. Donc, pas de restriction sur vos interventions. On essaye quand même d'être un petit peu discipliné parce qu'on ne peut pas tous parler en même temps et ça devient vite un beau AA. Club dirigeant, le dernier, c'était il y a un an. Donc, en fait, c'est un anniversaire. Celui-ci est plutôt dédié à l'observation des, j'admets encore un participant, voilà, et dédié à la problématique de l'emploi. C'est toujours un sujet. C'est la 4e fois que l'on en parle sur le Sénonais, parce qu'on a déjà eu des rendez-vous sur ce sujet-là. Ça évolue, on en parlait tout à l'heure avec les intervenants, il y a des vraies évolutions. Quelques marqueurs. Positive Emploi, notre site internet vient de passer les 1000 annonces, c'est pour la première fois. Donc, il y a 1000 offres d'emploi sur Lyon qui sont disponibles à l'instant. Donc, ça veut dire que l'emploi est actif et qu'il y a des demandes. L'inspiration de ce club RH a été, on s'inspire souvent de ce que nous demandent nos entreprises, heureusement, c'est quand même notre métier. Et la phrase que l'on entend, alors qui est un peu simpliste, mais c'est envoyez-nous des candidats qui veulent travailler et on va leur apprendre le métier. Voilà. Alors c'est simpliste, on entend des questions, des phrases de type envoyez-nous des gens motivés. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? C'est un vrai sujet. Comment on identifie la motivation chez quelqu'un? Comment on identifie la capacité d'adaptation chez quelqu'un? Comment on intègre un nouveau collaborateur qui n'a pas tout à fait le CV que l'on attendait, qui n'a pas coché toutes les cases vertes par rapport à la fiche de poste, mais comment on organise son intégration, sa formation interne. Ce sont les questions auxquelles nous allons tenter de... Alors peut-être pas de répondre parce qu'il n'y a pas de vérité, mais au moins d'avoir quelques retours d'expérience et d'avoir vos éclairages sur le sujet. Je vais, en trois mots, vous redonner quelques infos aussi. On a des chiffres de mandature sur les 5 dernières années avec un observatoire qui nous donne quand même quelques tendances sur 5 ans. C'est intéressant. Il y a le commerce qui perd un petit peu de postes depuis 5 ans, environ 7% d'emplois en moins. L'industrie est stable, reste toujours l'employeur de la création de richesse, hein, l'employeur majeur, mais c'est les entreprises de services qui progressent énormément en termes d'emploi et en termes de demande d'emploi et d'offres d'emploi, avec des chiffres au-delà de plus 10%. Hein, ils sont toujours à 2 chiffres en termes de progression. Donc, c'est sur les entreprises de services qu'il y a aujourd'hui les plus grandes offres d'emploi. On met dans le service l'hôtellerie-restauration, même si en ce moment, ponctuellement,
Et le président Macron l'a dit hier, jusqu'au 15 mai, c'est forcément difficile, mais il y aura le retour des offres dans ce domaine. Sur Positive Emploi, évidemment, les métiers du sanitaire et social sont en forte demande et ça se comprend. Voilà pour ça. Sur l'emploi des cadres et l'attractivité et sur les emplois techniques, je vais laisser la parole à un spécialiste, Jean-Marie Mignot, tout de suite, qui va nous donner quelques éléments d'une enquête récente qui porte sur Lyon, mais aux alentours. Voilà. Jean-Marie, à vous. Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est une étude, je l'ai dit tout à l'heure à Jean-Pierre, c'est pas moi qui l'ai fait, ce sont mes consultantes de mon cabinet de recrutement qui ont travaillé ensemble sur cette étude. On se posait des questions sur le sourcing CV, le rendu des annonces, et on en parlera certainement après. Et donc, elles ont un peu étudié sur le site APEC. Alors, le site APEC, on est évidemment sur des postes cadres, agents de maîtrise, très rarement techniciens. Parce que vous le savez, pour passer une annonce technicien sur l'APEC, il faut quand même justifier de pas mal de choses. Donc, on est plutôt sur du cadre agent de maîtrise. Et puis, on est sur un des sites emploi, l'APEC. Il n'y a pas que lui, mais c'est celui que mes consultantes ont étudié. Pour voir un petit peu le constat qu'on a fait, c'est nous, on a une agence dans Lyon qui travaille sur la Bourgogne, une agence à Orléans qui travaille sur le centre Val-de-Loire et une agence en Vendée qui travaille sur le 85-44 et une agence sur Paris qui travaille sur l'Île-de-France. Et on disait, est-ce que Lyon, c'est plus dur de recruter que dans le 44, que dans le 45, que dans le 85, etc. Voilà. Donc, on a fait cette étude pour voir un petit peu notre capacité à pouvoir trouver des CV sur les bases de données CV de l'APEC et la concurrence qu'on pouvait avoir, c'est-à-dire combien il y avait d'offres d'emploi sur les départements et donc potentiellement de concurrents, entre guillemets, qui allaient chercher aussi des candidats là-dessus. Et ce qu'on s'est rendu compte, donc sur l'APEC, quand elles l'ont fait l'étude, il y avait 90 000 offres d'emploi sur l'APEC à cet instant-là, pour 305 000 CV dans la base de données CV. Voilà. Donc, globalement, sur toute la France, 90 000 offres d'emploi, 305 000 CV. Lyon, c'est 1000 CV et c'est 229 offres. Et donc, ça représente 0,25% des offres et 0,32% des candidats. Donc, globalement, on a donc ça veut dire que du point de vue de la volumétrie, c'est quand même faible, voilà, en termes d'offres et de CV, évidemment. Par contre, on a presque un peu plus de CV. On a 0,32% des CV pour 0,25% des offres. Donc, on a presque un peu plus de CV que d'offres. Quand on compare avec d'autres départements, le Rhône, par exemple, ils ont 6 700 offres, donc évidemment beaucoup plus que nous. Et ils ont 20 000 candidats, donc évidemment beaucoup plus que nous. Mais quand on compare les deux, ils ont 7,44% des offres et 7% des candidats. Donc eux aussi, je dirais, le rapport est quasi similaire. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup d'offres, mais beaucoup de candidats. Donc à mon avis, même s'ils ont ces beaucoup de candidats, par rapport à la quantité d'offres qu'il peut y avoir, il y a aussi une vraie difficulté à trouver des candidats de ce point de vue-là. Et quand on regarde d'autres départements proches de chez nous, comme le 21 par exemple, ils ont 1% des offres, 1% des candidats. Dans le 44, ils ont 3,6% des offres pour 4% des candidats. Donc, on n'a pas fait tous les départements. Enfin, elles n'ont pas fait tous les départements, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a un certain équilibre, quel que soit le département ou la région, entre le nombre d'offres et le nombre de candidats. Il n'y a pas forcément de déséquilibre. Il pourrait y avoir des départements où il y a énormément de candidats, peu d'offres. Donc là, pour les recruteurs, évidemment, c'est plus facile parce qu'ils ont beaucoup de candidats à aller chercher et ils ont peu de concurrents parce qu'il y a peu d'offres. On voit que c'est relativement équilibré dans tous les départements que nous avons étudiés et donc que la difficulté, on va dire, de trouver des candidats et de réponse à nos offres d'emploi est assez similaire, quels que soient les départements. Et nous, on l'a vécu aussi quand on passe des offres dans le 45, dans le 44, dans le 85 ou sur Paris. On a la même difficulté de trouver des candidats. Juste par rapport pour finir là-dessus, pour fermer la parenthèse là-dessus, sur les 229 offres d'emploi sur l'APEC, ce qu'on remarque aussi, c'est que c'est intéressant, il y a un tiers de profil production. Il y a un tiers de profil production technique, et puis le reste, et puis à peu près 13-15% de finance. Donc, ça veut dire que quand vous avez les commerciaux, les profils prod et la partie finance, on a 80% des offres d'emploi. Voilà. Ça veut dire que les autres métiers dans la communication, le marketing, les RH, l'informatique, le sanitaire et social,
artistiques, etc., ne représentent à eux tous que 20%. Et c'est là où on rentre un peu plus dans la précision, c'est-à-dire que la difficulté qu'on a, elle va être sur ces profils-là. En tout cas, nous, c'est ce qu'on ressent, sur des profils de commerciaux et sur des profils techniques. Donc ça peut être du technicien bureau d'études, de l'ingénieur méthode, du chef d'atelier, etc. Sur ces profils-là, là, par contre, il y a beaucoup d'offres et peu de CV. Donc, il y a un vrai déséquilibre pour pouvoir trouver les bons profils. Nous, on le sent en tant que cabinet de recrutement, puisque généralement, les entreprises font appel à nous quand c'est difficile. Et on a beaucoup de missions en ce moment de commerciaux, de chefs d'atelier, de techniciens bureau d'études, de dessinateurs, projeteurs, etc. Parce que là, il y a un déséquilibre de candidats par rapport aux besoins des entreprises. Et je remets mon masque. Ça veut dire que j'ai fini l'intervention. Merci Jean-Marie, oui, ça va être un bon marqueur. La question de rechercher un commercial quand on a des techniciens en CVTech, eh ben, c'est la question du jour. Hein. C'est est-ce qu'un technicien peut devenir commercial et pourquoi pas, finalement, s'il connaît bien son produit, s'il a un peu envie, s'il a des soft skills, bon, voilà, puisque c'est aussi le sujet du jour. Est-ce que dans les participants, le service public de l'emploi, par exemple, ou d'autres personnes dans l'intérim, vous souhaitez compléter ce qui vient d'être dit par rapport à la situation des offres et des CV, ou est-ce que l'on passe à la suite? Dites-moi. Ce serait peut-être intéressant d'avoir effectivement peut-être l'intervention de PEPS ou de Pôle emploi sur le sujet. Une fois, deux fois, Non ? 3 fois. Eh bien, on passe à la suite. On fait le même constat sur les offres. Allez-y, pour Pôle emploi. Oui, donc ça coupe un petit peu, non, on fait exactement le même constat sur les postes de techniciens de toute façon. À l'heure actuelle, effectivement, on a des candidats qui sont inscrits. Maintenant, c'est le décalage entre le profil recherché, les compétences recherchées et les compétences disponibles sur le marché qui font toute la différence. Ah ouais, c'est clair. Peut-être pour l'intérim, je ne sais pas si Rémi Carrier pour Régional veut intervenir. Oui, vous m'entendez bien? Oui, on t'entend, Rémi. Bon, excusez-moi pour la caméra, elle est défectueuse. Donc, oui, sur les postes, pour compléter ce que vous avez dit, je pense que les entreprises qui sont vraiment en souffrance, c'est vraiment sur tout ce qui est maintenance d'une manière générale. On a pléthore d'offres en ce moment et il y a une vraie crise sur ce filon-là, sachant qu'il n'y a plus de formation sur notre territoire sénonais. Je crois que la seule formation, elle est dans la Nièvre. Donc, on a vraiment un point d'interrogation sur ce sujet-là, sachant que les taux horaires s'envolent pour ceux qui souhaitent recruter des électromécaniciens et pas forcément des bons. Donc là, vraiment, beaucoup d'entreprises sont en souffrance et un coût de sous-traitance qui est en train d'exploser. Merci à vous. Oui. On va donner la parole à Aurélie Vallot sur une expérience Armatis, mais pas que, et sur la lecture du CV et au-delà du CV, effectivement, quand on reçoit un CV, une candidature de quelqu'un qui souhaite travailler ou intégrer l'entreprise, mais que sur ce CV, il n'y a pas tous les éléments, toutes les cases ne cochent pas vert. Est-ce qu'Aurélie, vous voulez intervenir? Elle nous entend? Ah oui, tout à fait. Vous m'entendez? Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend, mais vous avez une image figée, donc il n'y a plus le retour vidéo. Ok, bon, bah, si elles sont déjà, c'est déjà bien. Donc oui, concernant nous, notre expérience chez Armatis, alors clairement, le CV, ça fait déjà longtemps que c'est plus le seul point d'appui lors de nos recrutements, hein, puisque on recrute majoritairement, nous, des chargés de clientèle et ce qu'on recherche avant tout, c'est leurs aptitudes.
Du coup, on avait construit un modèle qui permettait d'évaluer les aptitudes en physique. Et c'est vrai qu'avec la crise sanitaire qui est arrivée, ça a cassé notre modèle puisqu'on ne pouvait plus recevoir nos candidats en physique. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur 2020, on devait quand même recruter puisqu'on a recruté 270 collaborateurs puisque nous travaillons pour un grand client de e-commerce et du coup, leurs volumes ont explosé pendant la crise sanitaire. Du coup, clairement, à aujourd'hui, un CV, ça ne suffit pas. Ça suffit pas pourquoi? Parce que dans un CV, on peut tout mettre. On peut mettre ce qu'on veut, ça ne prouve pas ce que l'on est. Alors que quand on va chercher réellement les aptitudes, ce qu'on appelle les soft skills, eh bien là, on peut s'appuyer sur la personnalité du candidat et ensuite les compétences, on va leur apporter, on va les former pour ça. Donc, c'est vrai que ce que tu disais en introduction, Jean-Pierre, concernant de nombreuses entreprises qui disent apportez-moi des candidats motivés et après on fera le reste, c'est une réalité. Aujourd'hui, les compétences, on est en mesure de les apporter par de la formation. Par contre, la motivation, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué à gérer et à challenger au quotidien. Donc, pendant cette période, nous, on a vraiment réfléchi, on a cherché des outils qui nous aident à distance à mesurer les soft skills. Et donc, on a déclenché un partenariat avec une plateforme qui est spécialiste dans les soft skills pour faire passer des évaluations aux candidats. Et donc, nous, aujourd'hui, la porte d'entrée pour candidater chez nous, ce n'est plus le CV, puisque le CV n'est pas obligatoire, mais c'est passer ces évaluations avant l'entretien. Et clairement, on se rend compte que miser sur les soft skills, c'est vraiment un atout en termes de fidélisation parce que du coup, après, on peut adapter vraiment aux besoins et à la culture de notre entreprise. Comment les candidats ils reçoivent cette méthode de recrutement qui est inhabituelle? Alors justement, au début, oui, tout à fait. Au début, on se posait des questions. On se disait, OK, on va lancer ça, mais est-ce que les candidats vont pas trouver que c'est trop lourd à gérer, que c'est compliqué? On avait vraiment cette crainte parce qu'on est sur des profils plutôt volatiles. Et en fait, il y a une vraie appétence des personnes à apprendre à se connaître. Et en fait, nous, c'est comme ça qu'on l'oriente quand on contacte les candidats au premier échange pour leur présenter ces tests, leur dire que c'est avant tout quelque chose pour que eux apprennent à se connaître aussi. Ils ont accès à leurs résultats en direct. Et quand on échange ensuite avec eux, du coup, on a beaucoup plus de matière lors de l'échange, lors de l'entretien. Et ça permet d'apprendre à mieux connaître rapidement le candidat plutôt que de le découvrir en entretien où on le sait tous, le temps est compté pour les personnes qui recrutent. Et donc, ça permet de ne pas être sur un entretien bateau, mais vraiment d'aller se focaliser sur les points dont on a besoin en entreprise et du coup les forces de ces candidats. Et donc, le retour d'expérience des candidats est vraiment positif parce que souvent, ils nous disent déjà, dans tous les cas, j'ai appris quelque chose sur moi au-delà d'être recruté. Donc, bien entendu, la finalité pour un candidat, c'est toujours d'être recruté. Mais au-delà de ça, même quand il y a des candidats avec qui ça ne matche pas, eh bien, ils repartent quand même avec une expérience positive. Il n'y a pas de sentiment d'échec. Il y a beaucoup moins ce sentiment d'échec puisque lors de l'entretien, on échange sur le pourquoi ça ne va pas matcher. Très bien. Et donc, donner du sens, ça a vraiment de l'importance pour les candidats. On entend parler des soft skills. Si vous le permettez, est-ce que Loïc Chevalard pourrait nous les redéfinir, s'il te plaît, Loïc, puisque c'est un anglicisme, mais finalement, c'est un nouveau mot, mais ce n'est pas une nouveauté, c'est des choses que l'on connaît. En français, ça veut dire quoi? Et dans la vraie vie, c'est quoi?
Très bien. Merci Jean-Pierre et merci à Aurélie d'avoir introduit le sujet. Vous m'entendez? Oui? Ok. Super. Alors, simplement quelques éléments de contexte pour bien comprendre justement l'émergence de ces nouvelles compétences humaines et transversales. Alors aujourd'hui, vous n'êtes pas censé savoir qu'on est dans un monde en perpétuelle transformation, interconnecté, imprégné forcément des progrès de l'intelligence artificielle, en préparation des métiers de demain. Donc aujourd'hui, il y a une gamme nouvelle de compétences humaines, intrapersonnelles, interpersonnelles, qui va permettre en fait de mieux s'ajuster à la complexité du monde social et économique. On aime bien parler d'approche VUCA, volatile, incertaine, ambiguë et complexe. Et Dieu sait qu'on est dans ce monde aujourd'hui un petit peu incertain, surtout avec le contexte Covid. Alors aujourd'hui, il n'y a pas réellement de définition en français. La définition au sens littéral, ça serait compétence douce ou compétence molle. Pas sûr que ça vous parle. Donc pour faire simple, aujourd'hui, moi je retiens 4 grands domaines derrière ces compétences dites soft skills. Des compétences liées à la connaissance de soi. Donc par exemple, on va avoir l'estime de soi, la confiance en soi, la solidité relationnelle. En deuxième, on va avoir tout ce qui est lié à la communication. Comment moi, individu et professionnel, je suis apte et capable d'interagir avec les autres, de comprendre les autres, de faire preuve d'écoute active, d'empathie. La troisième compétence que je vais lister, c'est les compétences plutôt de nature cognitive. Donc, derrière cognitive, on peut effectivement y mettre des compétences liées à l'ouverture d'esprit, à la créativité, et enfin, des compétences qui mesurent plutôt le degré d'action avec, par exemple, une capacité à prendre des décisions, à être force de proposition. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, ces compétences dites soft skills, humaines, professionnelles, qui peuvent être à la fois innées et acquises, sont bien plus subjectives que des compétences dites hard skills, plutôt ayant attrait à la technicité ou au métier même. En France, voilà, et pour bien comprendre la définition de ces compétences soft skills, on a l'habitude d'opposer soft skills à hard skills. En gros, pour faire simple, on dit que les soft skills, c'est le savoir-être, et les hard skills, c'est le savoir et le savoir-faire. Dans les faits, ce n'est pas tout à fait exact. Pourquoi? Parce que pour un chef de projet, eh bien, on va attendre… Il y a un bruit. Je crois qu'il y a un micro qui est ouvert. Ok, merci. Dans les faits, ce n'est pas tout à fait juste. Pourquoi? Parce que pour un chef de projet, par exemple, on va attendre évidemment une vraie capacité à structurer, à coordonner des travaux en mode projet. Et en même temps, eh bien, chez ce chef de projet, sa capacité d'organiser, sa capacité à structurer peut aussi être considérée finalement comme une soft skills et comme une qualité intrinsèque. Donc, pour résumer, voilà, moi, je considère qu'aujourd'hui, les soft skills, puisque personne ne s'accorde à donner la même définition, c'est ce qui révèle la complexité de cette notion encore récente. Pour moi, donc, ce sont des qualités et des compétences aujourd'hui humaines et professionnelles, voilà, qui vont aujourd'hui être très intéressantes parce que ce sont des compétences pérennes qui ont une durée de vie illimitée. Pour terminer mon intervention, et après je répondrai aux questions s'il y en a évidemment, selon l'OCDE, on considérait en 1970 qu'une compétence technique, par exemple une capacité à travailler sur un langage de programmation comme HTML, Java et j'en passe, eh bien c'était un stock de 30 ans. Ça permettait à la personne d'avoir 30 ans devant elle quant à cette compétence technique. Aujourd'hui, en 2021, on considère qu'une compétence métier, une compétence technique, c'est plus autour d'1 an et demi à 3 ans. Et vers quoi on va aujourd'hui, ça sera plutôt 6 mois à 1 an. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez recruter des personnes et si sous 1 an et demi, ils ne sont pas en capacité, en mesure de mettre au jour le jour leurs compétences techniques et métiers eh bien, au niveau du marché, ils seront obsolètes et vous prendrez du retard par rapport à la concurrence. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, les recruteurs attendent de moins en moins des personnes avec des têtes bien remplies, mais plutôt des personnes capables d'apprendre en un temps record de nouvelles compétences. Donc, si vous vous appelez Google, OK, on va vous attendre sur, évidemment, les dernières technologies autour de l'intelligence artificielle et de programmation. Mais voilà, pour faire simple, aujourd'hui, les recruteurs vont de plus en plus challenger, par exemple, des assistants commerciaux
sur quelques mois pour les faire monter en compétences et bien sûr du langage informatique, considérant que ces assistants commerciaux, par exemple, doivent comprendre à minima l'environnement informatique puisque leurs clients en question sont des informaticiens. Je suis sûr que Frédéric Lecomte, elle a plein de choses à dire sur ce sujet. Je la vois, je vois à son regard qu'elle a plein de choses à dire. Alors, oui, bonjour à tous déjà. Merci pour cette brillante définition, Loïc. On sent la forte connaissance du sujet. Aurélie, alors je te rejoins pleinement puisque mon agence Profilae accompagne les candidats actifs, je dirais, au sein de leur emploi à évoluer dans leur carrière. C'est notre mission. On les accompagne notamment à travers un bilan de compétences. Mais pas que. Dans ce bilan de compétences, j'ai mis en place et incrusté ce qu'on appelle un bilan QPO, c'est qualité personnelle opérationnelle. Donc, je reviens sur vos deux témoignages, Aurélie et Loïc. En effet, les qualités personnelles, les qualités humaines, comme tu dis si bien Loïc, bien sûr, sont transférables dans la vie professionnelle. Et derrière ces qualités personnelles, il y a nos motivations. Et si il y a motivation, ça veut dire que quand on arrive à les détecter, donc comme tu disais bien Aurélie, vous c'est de manière digitale, moi je le fais de manière, je dirais, relationnelle, puisque c'est à travers des entretiens, divers entretiens qu'on va l'élaborer et le mettre en évidence, on va découvrir ce qui implique les gens. Qu'est-ce qui les engage naturellement? Donc, c'est ça, les motivations. Ce sont des moteurs qui nous mettent en route et qui nous impliquent dans l'action. Et dans une action qui a du sens et qui, en plus, nous passionne et nous donne du plaisir. Donc, ce n'est pas étonnant, Aurélie, que là, tu détectes des gens qui sont en cohérence avec vous, puisque là, c'est une recherche de sens pour les deux. Une recherche de sens, bien sûr, qui est basée sur des valeurs communes, des valeurs humaines, des valeurs qu'on a aussi par rapport au monde professionnel et qu'on veut retrouver. Quand nos valeurs personnelles et nos valeurs professionnelles coïncident, forcément, c'est comme deux êtres, on a des points communs et on s'attire. Donc, il est essentiel actuellement, c'est vrai, vu le manque, alors surtout sur notre territoire, je crois que c'est M. Carrier tout à l'heure qui l'a évoqué, il y a certains domaines où on a une vraie problématique de formation. On n'a plus les centres de formation ou les formations sur place sur notre territoire. Avant, c'était un vrai vivier de candidats, ces centres de formation. Donc, il est essentiel maintenant, pour combler, je dirais, toutes ces offres qui sont sur le marché et qui ne trouvent pas candidat, d'aller chercher sur des personnes qui soient motivées. Pour qui ça a du sens, ce travail? Et bien sûr, si ça a du sens, c'est beaucoup plus simple de leur apprendre le métier. Et à ce moment-là, je dirais de les faire rentrer dans notre structure. On partage les valeurs, ils ont les motivations, et après, il suffit juste, nous, qu'on mette en place la formation pour les intégrer dans notre structure. Donc, il est essentiel, c'est sûr, je dirais, de détecter ces qualités personnelles, ces qualités humaines. Après, de différentes manières, je dirais, moi, je n'ai pas de critique sur l'aspect digital parce que, après, c'est du test psychologique qui est travaillé avec des psychologues du travail, donc qui sont totalement cohérents. Et il y a un point où je suis tout à fait d'accord, puisque ce test, enfin, moi, cet accompagnement que je fais avec le QPO, je le fais au sein des entreprises qui me demandent un accompagnement juste sur la partie des soft skills. Il y a des entreprises qui savent bien sûr très bien recruter, leurs managers savent exactement le profil technique. Mais justement, cette analyse du savoir-être, ils ne savent pas le faire. Donc, j'interviens. Et tu faisais remarquer, justement, moi, c'est comme ça que j'ai approché les entreprises pour leur montrer l'intérêt de mon bilan. C'était, en premier lieu, de faire un cadeau aux candidats. Un cadeau, en effet, la connaissance de soi. Peu de personnes ont la chance de travailler sur soi, de faire du développement personnel. Ce n'est pas encore commun en France. Il y a peu de gens qui se retournent vers des coachs pour comprendre qui on est, qu'est-ce qui a du sens pour nous, comment on peut le développer encore plus, comment on peut le mettre en valeur. Et donc, c'est un cadeau que fait l'entreprise, en effet. C'est de la connaissance de soi et le candidat, en effet, même s'il ne décroche pas le poste, vu qu'on va lui faire un retour sur lui en cadeau,
il va évoluer. Et pour l'entreprise, pour aussi, je dirais, son image et puis sa volonté d'action sur le territoire, c'est un vrai plus. On ne se met pas juste en tant que recruteur, mais en tant que faire évoluer qui que ce soit qui s'approche de notre entreprise. Et ça, je trouve ça totalement positif. Voilà, donc vraiment, je recoupe ce que disait Aurélie et bien sûr, l'explication très brillante de Loïc. Voilà. Merci Frédéric. Est-ce que quelqu'un veut nous donner quelques expériences de ce genre dans l'entreprise? Peut-être M. Charot, peut-être Jean-Marie Mignot, parce que les soft skills, c'est bien, mais comment on les reconnaît? Alors, du coup, vous nous parlez d'outils et de mesures et d'identification, mais alors, où sont les indicateurs? Alors, bon, déjà, je rejoins ce qui a été dit précédemment par Aurélie et Loïc aussi, et puis Frédéric, nous, cabinet de recrutement, en tout cas, on va beaucoup agir sur les soft skills, puisque, encore une fois, quand on recrute, alors on a fini un recrutement d'un chimiste en chimie des polymères, ce n'est pas nous qui allons tester sa connaissance précise technique. Par contre, notre rôle, c'est de travailler sur ses savoir-être, ses soft skills, ses qualités, voilà, on peut les appeler de différentes façons, c'est essayer de les cibler. Ce qu'il faut, et nous, on a des tests aussi, hein, là-dessus, on utilise des tests. Et surtout, j'ai fixé une règle à mes consultantes et à ma chargée de recherche, qui est de dire, sur 10 CV qu'on va présenter qualifiés à notre client, je veux 2-3 profils atypiques, c'est-à-dire des profils qui ne sont pas dans le scope de départ de ce qu'a demandé le client. Et quand je dis pas dans le scope de départ, ça veut dire que quelquefois, le client va nous demander un profil junior et on va présenter un profil senior. Il veut un profil qui vient exclusivement de son secteur d'activité et on va lui présenter un profil qui vient d'un autre secteur d'activité. Il veut un commercial qui a vendu exclusivement en B2B des produits de ce type et on va lui présenter un commercial qui a plutôt fait du B2C sur une autre typologie de produits, voire sur des services ou des choses comme ça. Donc, on va essayer de trouver des profils qui ne cochent pas toutes les cases qui ont été demandées par le client. Et on souhaite, on veut, on ne réussit pas tout le temps, hein, mais on veut présenter 2-3 profils atypiques. Alors, comme ça a été dit tout à l'heure, évidemment, pour certains postes, voilà, quand on a recruté l'ingénieur en chimie des polymères, bon, il fallait quand même qu'il ait une formation en chimie des polymères, parce qu'il a beau avoir les meilleurs soft skills du monde, s'il ne connaît rien à la chimie des polymères, je ne vais pas avoir répondu à l'attente de mon client. Voilà. Donc, si on cherche une assistante, et on en cherche actuellement trilingue français-allemand, il faut quand même qu'elle ait cette connaissance français-allemand, parce que sinon, encore une fois, on ne va pas avoir répondu à l'attente du client. Mais on va se forcer, entre guillemets, à présenter 2-3 profils atypiques. Et dans 10% des recrutements, alors là aussi, ce sont mes consultants qui ont fait cette étude-là, sur 10% de nos recrutements, 10%, ce sont les profils atypiques qui ont été recrutés. Voilà. J'ai en tête, par exemple, sur une start-up qui voulait absolument un commercial junior, pour des raisons sur lesquelles je n'étais pas d'accord. Mais vous savez, on est dans l'informatique, donc un senior dans l'informatique, donc premier cliché, on va dire. Deuxième cliché, vous savez, nous, on a 25 ans, donc prendre quelqu'un qui a plus de 45 ou 50, c'est quand même un peu compliqué par rapport à la différence culturelle, autre cliché. Et donc, j'essaie de le convaincre d'élargir un petit peu la recherche. Je n'ai pas réussi à le convaincre. Mais néanmoins, je lui ai présenté un profil de quelqu'un qui avait 55 ans, qui était expérimenté, qui venait même pas de l'informatique. Par contre, on a creusé les soft skills. Et c'était quelqu'un qui avait une capacité d'apprentissage qui nous semblait très rapide, qui avait une vraie qualité d'écoute, ce qui est quand même très important pour un poste de commercial, qui avait une forte résilience, ce qui est aussi très important sur très bon relationnel. Enfin, voilà, on a creusé les soft skills qui nous semblaient très importants. Et puis après, on est aussi beaucoup dans le feeling, c'est-à-dire on sent que c'est quelqu'un de bien, qui est honnête, qui est un bosseur, voilà. Et si ça vient compléter des tests, c'est encore mieux là-dessus. Et on l'a présenté au client quand on ne voulait pas au début, on lui a un peu forcé la main, il se trouve que c'est quelqu'un que je connais bien, donc je lui ai dit, écoute, tu vas le recevoir en entretien point final, ce que je ne fais pas avec tous mes clients quand même. Et donc il l'a reçu et il l'a recruté. Il l'a recruté, c'était il y a 3 ans et il cartonne. Voilà. Et c'était le profil atypique et il fait partie de ces 10% de profils atypiques qu'on a eu là-dessus. On a eu, et je cite un autre exemple rapidement, on a eu un client, on parlait des profils maintenance tout à l'heure sur lequel je vous rejoins, il y a une vraie… Nous, à l'heure actuelle, depuis 2 mois, on a pris 10 missions sur la maintenance,
nos agences. Donc, il y a un vrai besoin là-dessus. Et donc, on recrutait un technicien maintenance pour un site industriel, métallurgie. Voilà. Et on a présenté quelqu'un qui était technicien SAV dans les ascenseurs, mais qui, là aussi, sur ces fameux soft skills, nous semblait vraiment très bien. Profil refusé par notre client. Là aussi, je connais bien le client. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoute, tu vas quand même le rencontrer parce que sincèrement, c'est quelqu'un de bien, etc. La réflexion de mon client, c'était de dire, oui, mais il a été itinérant, donc là, c'est sédentaire. Ce n'est pas les mêmes métiers, ce n'est pas les mêmes machines. Et puis, un itinérant qui devient sédentaire, ça ne peut pas bien se passer, etc. Je lui ai dit, écoute, lui, c'est sa volonté. Il était itinérant, il en a marre, il veut être sédentaire. Et donc, il l'a vu en entretien, un peu contraint et forcé, et c'est lui qui l'a recruté. Et ça se passe très, très bien. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que du coup, des fois, on a trop tendance à réfléchir à la place du candidat. Et c'est un commercial itinérant, ah, mais si on le prend en sédentaire, ça ne va pas le faire, il va s'embêter, il va tourner en rond. C'est un sédentaire, on veut le mettre itinérant et on dit ah non, mais attendez, là, la personne n'a été que sédentaire, itinérant, vous vous rendez compte les contraintes que ça peut avoir. Donc, arrêtons aussi quelquefois de réfléchir quand on a juste le CV. Et là, Aurélie, je te rejoins, des fois, le CV, ça bloque un peu, c'est contraignant. Arrêtons de réfléchir à la place du candidat et puis échangeons avec lui. Et puis essayons de valider si effectivement il peut passer d'itinérant à sédentaire, de sédentaire à itinérant, des ascenseurs aux machines mécaniques, etc. Voilà. Des fois, on se pose, pareil, on a eu des profils que mes clients disaient non, attendez, c'est surdimensionné, ça, la personne va s'embêter, etc., etc. Sauf que le candidat, il est quand même pas idiot. Il sait que quand il a répondu à notre approche ou à notre annonce, il sait que le poste est un peu en dessous. Donc, s'il a répondu, nous, on va creuser pour voir s'il en a bien conscience, s'il est bien motivé, etc. Et si c'est le cas, il y a des personnes, nous on a recruté quelqu'un sur un poste en informatique, c'est un ancien directeur informatique, il était payé plus de 100 000 euros, il a accepté un poste à 30 000 euros, qui est déjà un salaire tout à fait intéressant, mais loin de ce qu'il avait précédemment. Et il a dit, moi c'est le projet dans la start-up qui m'intéresse. Donc, je m'en fiche du salaire, je m'en fiche de ne pas être directeur informatique, etc. Il avait 57 ans, et il recherchait un projet. Voilà. Et mon client, pareil, il n'en a pas voulu au début, en disant, vous vous rendez compte, le profil surdimensionné, etc. Et la personne, juste, c'était son souhait de pouvoir le faire. Et ça fait 5 ans qu'il y est, ça marche très bien, il est devenu même associé de l'entreprise. Voilà. Donc, il ne faut pas se mettre des carcans. Et voilà, 2-3 profils atypiques sont intéressants, d'autant plus, et je finis là-dessus, que toujours une étude faite par mes consultants, c'est à l'heure actuelle, nous, sur nos annonces, avec le côté un peu anxiogène qu'il y a à l'heure actuelle par rapport aux personnes qui sont en poste, on a 40% de rendement en moins de nos offres d'emploi. Voilà, c'est moins 40%. Là où on recevait, par exemple, 100 CV, on en reçoit 60 maintenant. Voilà. Et parce que les personnes en poste se disent, ce n'est pas le moment de changer. On le voit aussi, hein, nous, on a de nombreux candidats et candidates qui reçoivent la proposition de nos clients, qui réfléchissent, qui en parlent dans leur cercle proche. Leur cercle proche dit, écoute, quand même, est-ce que tu crois vraiment que c'est le moment de changer? Mais t'es fou, il ne faut pas le faire, etc., etc. Et qui refusent la proposition d'embauche de mes clients. Voilà. Donc, on a ce côté anxiogène à l'heure actuelle qui bloque un peu les mobilités pour ceux qui sont en poste. Et donc, voilà, 40% de rendement de nos annonces en moins, ce qui nous impose à faire à peu près la moitié de notre temps sur de la chasse et de l'approche de candidats. Je remets mon masque. Merci Jean-Marie. Nous avons des mains levées. Alors, ce n'est pas le chat d'Élodie Roy qui veut intervenir. Alors, les premières mains levées, c'était Pôle emploi. Dites, je vous laisse la parole, Angélique. Il faudra allumer votre micro. Je remets le micro. Oui. Voilà. Donc, je rebondis sur ce que disait M. Mignot. Effectivement, on constate la même chose au sein de Pôle emploi. On a de moins en moins de candidatures. On a des postes de plus en plus techniques sur lesquels, effectivement, on a des difficultés de recrutement. Et nous avons mobilisé de plus en plus la méthode de recrutement par simulation. Donc, au-delà des diplômes et d'expérience, on va aller chercher quelles sont les aptitudes des candidats pour pouvoir les valoriser auprès des entreprises et ensuite envisager une adaptation au poste de travail. Notamment, là, récemment, on a fait une méthode de recrutement par simulation sur des peintres industriels. Donc, pour ceux qui sont dans le secteur de l'industrie, effectivement, vous savez très bien que les postes de peintres industriels, c'est très difficile, très rare à trouver sur notre bassin. On n'a pas de
centre de formation proche. Ah, j'ai fait une fausse manipulation. Je vous ai coupé votre micro, Angélique. J'ai coupé votre micro, Angélique. Je suis désolé. Voilà. Il n'y a pas de souci. Oui, donc une fois que les aptitudes candidats sont vérifiées par les exercices, les candidats sont reçus avec leurs notes auprès des entreprises lorsqu'ils ont réussi ces exercices. Et après, en fonction on va dire, du décalage qu'il peut y avoir entre le profil et les compétences à avoir, on peut mettre en place ce qu'on appelle donc une formation préalable au recrutement. Donc, pendant 400 heures maximum, la personne peut être tutorée au sein de l'entreprise de façon à acquérir les compétences nécessaires pour occuper le poste. Et donc, par cette expérience, effectivement, on arrive à pourvoir certains postes sur lesquels, effectivement, on a une vraie problématique parce qu'on a très peu de candidats. Et effectivement, la période anxiogène fait que les candidats qui sont opérationnels ont du mal à se positionner sur ces offres. Merci, très bien. Oui, effectivement, nous, on a une expertise aussi sur la formation des formateurs internes ou sur les actions de formation en situation de travail pour que le salarié recruté qui n'est pas tout à fait encore opérationnel sur certains aspects du métier qu'il prend puisse être accompagné. En parlant de formation interne, Aurélie Vallot, qui avait levé la main. Aurélie, oui, moi, je voulais simplement rebondir sur ce que… Oui, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Donc, moi, je voulais simplement rebondir sur ce que disait Jean-Marie tout à l'heure, sur le fait qu'en entreprise, il faut aussi qu'on s'ouvre à des profils atypiques. Souvent, en fait, nous sommes nos propres freins pour recruter la bonne personne. Et nous, on fait un travail au quotidien avec nos managers pour justement leur montrer que certains profils atypiques sont très intéressants à étudier au-delà de la compétence. Donc, je rejoins totalement Jean-Marie sur cette partie-là. Dans le frein qu'il y a aujourd'hui à recruter, il y a nos propres freins et il faut s'ouvrir à des profils différents. Il faut tenter, il faut les retenter. Problème de son. Oui, Loïc, tu voulais intervenir peut-être en complément? Vas-y, Loïc. Oui, tout à fait. Alors, je rejoins l'analyse de Jean-Marie. Il sait très bien de quoi il parle avec l'expérience qu'il a. Simplement, j'aimerais mettre un point de vigilance. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la démocratisation des mots galvaudés comme atypisme. Tout le monde s'autoproclame atypique. Une personne atypique n'a nul besoin de se prétendre atypique. C'est les autres qui reconnaissent en elle son atypisme. C'est comme une personne qui a un leadership ou qui a du charisme, ce n'est pas elle qui va s'autoproclamer charismatique. Sinon, sauf si c'est un acteur avec un gros ego, Vincent Cassel, et Dieu sait que j'adore cet acteur. Ça, c'est super important parce qu'aujourd'hui, on est dans une injonction de termes, alors généralement avec des anglicismes. Donc, on parle typiquement d'atypisme, multipotentiel, haut potentiel. C'est des termes qui sont galvaudés. Je vis au quotidien avec une personne qui est diagnostiquée au potentiel 135 de QI. Ça n'a rien à voir avec généralement la définition de ce qu'on appelle réellement haut potentiel. Voilà, donc je mets vraiment une réserve dessus. Oui, l'atypisme, c'est intéressant. Il y a des super profils de par leur parcours, effectivement, qui vont apporter une vraie valeur ajoutée. Maintenant, rechercher à tout prix l'atypisme, c'est dangereux et on peut se faire duper. Moi, ce que je recommande fortement pour identifier ces fameux soft skills, je vais revenir dessus, c'est par exemple simplement prendre un baromètre. Une étude récente, là il y a une super étude qui a été faite par l'organisme de formation CSP d'Ossandi sur le premier trimestre 2021 et qui classe les soft skills principales. Ce qui peut être intéressant selon son secteur d'activité, sa branche, c'est de se dire, OK, sur 100 à 150 soft skills, voilà, je n'ai pas besoin de tout dans ma recherche de candidat, j'en ai identifié 10 par exemple,
comme capacité à prendre des décisions rapidement, du leadership, une écoute active, etc. Et à partir de là, je vais aussi, en parallèle des tests, faire travailler mon sens d'observation. Faire travailler son sens d'observation, ça commence par quoi? Et provoquer des situations. Moi, ce que je m'amuse à faire généralement quand je suis en entretien de recrutement, puisque je suis amené à recruter des personnes pour des clients ou pour moi-même, j'aime bien, par exemple, dire au candidat, bon, très bien, l'entretien, c'est terminé, ramener la personne jusqu'à la porte d'accueil. Et généralement, ne serait-ce que sur ces 30 secondes ou sur 2 minutes, puisque la personne, elle s'est mise dans un schéma finalement mental où l'entretien s'est terminé, eh bien parfois il peut y avoir un petit relâchement dans le comportement naturel. Et ça, c'est une grille de lecture qui est intéressante parce que les soft skills se voient encore plus, et l'atypisme, tout ce qu'on veut finalement rechercher, les pépites, tous ces comportements naturels s'identifient encore plus lorsque la personne, elle est sujette à une situation la mettant dans une zone d'inconfort et sur un comportement naturel. Voilà, c'était mon intervention. Merci Loïc. Quelques retours d'entreprise peut-être, Monsieur Charot ou Amine, sur comment vous recrutez, si vous avez des expériences de profils atypiques, je reprends le mot, qui ont réussi chez vous. Alors, dans le monde de l'industrie, on est plutôt classique dans le recrutement parce que technique, aussi bien bureau que atelier. Donc, je préfère éventuellement intervenir tout à l'heure pour savoir le recrutement, c'est moins ma spécialité, même si on le fait régulièrement, mais plutôt comment conserver le personnel que l'on a recruté. Parce qu'il faut recruter, mais il faut les garder. Donc, je préfère intervenir tout à l'heure plutôt comment on peut faire pour les garder. Vous pouvez le faire dès maintenant, Monsieur Charot, pour introduire ce sujet. Ah, bon. Que de toute façon, le sujet. Hein, d'accord. Quelle transition, belle transition. Oui, je devrais être animateur. Non, mais tout ce qui a été dit, c'est formidable, donc je ne vais pas revenir dessus. On utilise évidemment tous les moyens classiques pour recruter. Ensuite, c'est comment les attirer. Donc évidemment, avec la marque entreprise, c'est à la mode depuis quelques mois et on le développe énormément. Et l'idée ensuite, c'est de vraiment, moi j'ai un terme que j'utilise, ça fait toujours rire, mais on fait beaucoup de calinothérapie chez Charot. Parce qu'aujourd'hui, on en a besoin encore plus que l'année dernière. Donc, il faut qu'ils aient envie de venir et il faut qu'ils aient envie de rester. Et pour ça, donc, on a la calinothérapie poussée au paroxysme, c'est-à-dire un plan d'accueil extrêmement poussé, clair, net, précis, personnalisé, que ce soit un ouvrier, un balayeur ou un cadre supérieur. Donc, avant même son arrivée, on sait quelles seront les différentes étapes qu'il devra faire au niveau de la visite des bureaux, des ateliers, de la prise de poste. Et également, je fais l'effort depuis 2 ans de recevoir chaque nouveau collaborateur, quel que soit son profil, atelier ou bureau, 1 heure d'intégration en salle de réunion pour lui indiquer notre histoire, qui est importante chez nous, 88 ans, pour lui indiquer nos valeurs, ses droits et ses devoirs, et lui passer le message très clair que s'il fait normalement son job, il sera encore chez nous dans 10 ans. Donc la calinothérapie, c'est lui dire, tu rentres, tu ne sortiras pas, sauf si tu fais des fautes perso de comportement ou des fautes très graves de professionnels. Donc déjà, le fait qu'il sache qu'en arrivant, s'il fait normalement son travail, je dis pour nous, la productivité, c'est pas de courir, c'est simplement de respecter les règles, d'éviter les accidents de travail, parce qu'on est très volontaire dans la sécurité du personnel. Pour le reste, je dis, tout viendra. Ta carrière, ta promotion, ton avenir chez Charot est assuré parce que dans 10 ans, de toute façon, nous serons encore là. Si chacun des collaborateurs remplit simplement son rôle. On n'est pas chez Amazon, il n'y a pas des esclaves chez nous, il n'y a pas des smicards chez nous. Chacun est dans son rôle, chacun est dans sa pyramide de salaire, mais il y a toujours des perspectives d'évolution parce que, en donnant des bons exemples, l'ancien ouvrier est devenu chef d'atelier, l'ancien technicien bureau d'études est devenu responsable de production. Le fait que je sois là depuis 30 ans, ça sécurise le parcours des uns ou des autres, chacun à son niveau. Tout le monde ne peut pas devenir cadre, tout le monde ne peut pas devenir directeur, heureusement, parce que sinon, il m'aurait déjà piqué ma place. Donc, je protège ma place, mais par contre, ils ont quand même des potentiels de développement. Et puis, même si un jour ils sont bloqués, ils savent qu'ils auront toujours
de ma part, un grand respect et une grande sollicitation sur ce qu'ils donnent à l'entreprise et ils en sont largement récompensés, évidemment par le salaire, qui n'est pas forcément le meilleur de France, mais surtout de tous les avantages autour qui permettent d'enrichir sa présence chez nous, salaire, le 13e mois, contrat d'intéressement, la cantine à 2,50 €, etc., etc. Donc, même s'il a des coups de spleen, comme on peut tous en avoir, et les chefs d'entreprise aussi en ont parfois, au moins en se levant le matin, il sait qu'il sera encore là le lendemain, qu'il sera encore là l'année prochaine et qu'il aura de toute façon la reconnaissance de ma part, mais aussi de l'environnement Charot. Donc, ce coconnage, cette câlinothérapie avec une demande d'efficacité, hein, je ne suis pas Sœur Teresa quand même, hein, si on gagne de l'argent, c'est parce que chacun remplit bien sa mission au regard de sa fonction et de sa personnalité. On arrive à des résultats très positifs. Parce que c'est dur de recruter, ça coûte cher, c'est long, ça nécessite beaucoup d'entretien, beaucoup de temps passé à former. Et donc, si la personne part 3 mois après, ça coûte extrêmement cher. Donc, notre idée, ce n'est pas forcément de recruter beaucoup en nombre, mais que la majorité reste. Et ça, à ce niveau-là, on peut dire que chez nous, c'est quand même globalement un succès, même si malheureusement, et comme chez vous tous, c'est quand même de plus en plus difficile d'avoir 100% de réussite dans le recrutement et que 100% des personnes restent. Mais si on en garde déjà 2 sur 3, au bout de 6 mois, je pense que c'est déjà une réussite. Et comme je suis bavard, je vais m'arrêter là. Alors moi, Jean-Pierre, parce que tu m'as tendu la main. Oui, je t'en prie. Pascal, je t'aime beaucoup, mais je préfère aller me faire câliner chez Stéphane Plaza, chez Clarisse Quentin, que chez Charot. Alors moi, je vais parler en mon nom, en notre entreprise. On est dans le service à la personne, mais également, on est une petite entreprise, on ne recrute pas non plus toutes les semaines, mais également au nom de la fédération que je représente, qui est la première fédération des entreprises de service à la personne, dont je suis le référent et dont je suis bien impliqué. Car pour nous, c'est un gros problème, le recrutement des auxiliaires de vie, des aides ménagères. Voilà, on souffre en fait énormément d'une mauvaise image de ce métier, parce que voilà, il a été mis à toutes les sauces. C'était un peu la caissière dans le temps. Et l'image de la caissière, d'ailleurs, s'est beaucoup améliorée. Il y a eu un gros travail fait par la grande distribution. Nous entamons ce travail. Alors, vulgairement, entre nous, on se dit, voilà, Pôle emploi, quand vous y allez, vous ne savez pas quoi faire, ils vous disent, tiens, t'as qu'à être femme de ménage. Donc, je sais qu'il y a des représentants de Pôle emploi, mais c'est un petit peu l'image qu'on se donne. Donc, on a d'abord ce premier objectif qui est vraiment de valoriser notre métier, de le faire savoir, de le faire connaître, d'avoir des formations adaptées, parce qu'aujourd'hui, voilà, ne serait-ce qu'une simple aide ménagère, il y a une connaissance des pathologies à avoir, parce qu'on peut intervenir chez un petit peu tout le monde. Il y a une connaissance des gestes, il y a une connaissance des produits. Ça reste vraiment, voilà, c'est pas un métier d'ingénieur, mais ça reste beaucoup de choses à connaître et à comprendre. Donc, on a ce travail qui est entamé par la fédération, en lien avec les ministères, bien sûr. Et puis, pour le recrutement, en fait, on doit vraiment faire un tri. On doit vraiment faire un tri parce que tout le monde veut être femme de ménage. Et puis, selon, je dirais, l'appétence de l'entreprise que l'on est, soit le marché, il est ouvert. Aujourd'hui, concrètement, si j'embauche 20 personnes demain, j'ai les clients qu'il faut. Donc, soit ma stratégie est d'être qualitatif, et à ce moment-là, je vais être prudent et je vais plutôt prendre mes clients au fur et à mesure que j'aurai du bon personnel. Soit j'ai envie de faire de la vietnamisation et accroître mon chiffre, auquel cas je prendrai n'importe qui et puis tant pis, je l'enverrai chez le client. Il n'y a pas une notion de qualité de service. Parce que concrètement, aujourd'hui, je vous dis, les CV, nous, on n'en manque pas. Franchement, on en a, c'est pas mal. Sur chacun de vos sites, on s'alimente, on en reçoit beaucoup, mais on a un premier travail qui est vraiment d'aller rechercher la volonté réelle de travailler chez nos personnes. Alors, j'ai entendu tout ce que vous avez dit. Voilà, nous, c'est un petit melting pot de tout ça. C'est un mélange de ça, plus ce côté professionnel. Et notre souhait à nous, c'est effectivement d'avoir une grande branche de formation. Et je sais que Hervé Auberger, il travaille sur notre métier, d'avoir une réelle structure de formation, en tout cas dans Lyon, je parle dans le nord de Lyon, de façon à avoir cette étape intermédiaire. Et à travers cette étape,
vous avez parlé de motivation. C'est là que on va mettre en avant le plaisir de travailler dans ce métier, parce que chez nous, une femme de ménage, elle fait pas de ménage en réalité. Elle est vraiment, elle est avant tout sociale, elle est avant tout au contact de la personne, elle est avant tout en lien, elle doit satisfaire la demande de chacun. Voilà. Alors moi, je suis pas dans le ménage actif comme Shiva où on s'occupe des personnes qui sont absentes du domicile. On est toujours au contact de notre clientèle. Donc, du coup, la démarche, vous voyez, déjà, elle n'est pas la même. Entre une femme de ménage qui intervient chez un client qui est absent du matin au soir, à quelqu'un d'actif comme vous, hein, si vous avez une femme de ménage dans la journée, vous allez confier les clés et vous allez faire une liste de tâches à faire. Là, pour le coup, on est vraiment dans la checklist, vider la poubelle, arroser les fleurs, etc. Alors que nous, on est vraiment au contact. On est toujours en présence du client. Voilà, j'ai été aussi court que Pascal. Merci Amine. Donc, Pôle emploi, évidemment, souhaite réagir. Oui, on a bien pris conscience qu'effectivement, dans le domaine de l'aide à la personne, une femme de ménage n'est pas n'importe qui. Ça fait plusieurs années déjà que tous les ans, on finance des actions de formation dans le domaine du nettoyage. Et cette année encore, en plus de cette action annuelle, on va financer une action spécifique sur le bio-nettoyage. Donc, la difficulté qu'on peut avoir aussi, et je pense que vous la rencontrez également, c'est surtout en termes de mobilité, parce qu'effectivement, on n'a pas de centre de formation très peu disponible sur le bassin. Donc, on essaye de faire intervenir d'autres centres de formation, avec notamment un partenariat avec le Greta ou autres qui peuvent nous mettre les locaux à disposition d'un autre organisme de formation, parce qu'on en est là. Et effectivement, la problématique aussi sur notre bassin, plus particulièrement sur ces postes-là, c'est la mobilité. Parce qu'effectivement, vos femmes de ménage, dans l'aide à la personne, il faut être mobile parce qu'on a très peu de transports en commun. Et donc, effectivement, à cela s'ajoute la méconnaissance du métier. Donc, nous, on est ouvert. Alors, malheureusement, du fait du nouveau contexte sanitaire, ça va être un peu compliqué. Mais on peut organiser à n'importe quel moment aussi. Et on est tout à fait ouvert à ça. On est en demande de ça d'ailleurs, de la part des entreprises, de venir au sein de Pôle emploi présenter les métiers, informer les publics sur ce que vous recherchez, sur quels sont les soft skills qui peuvent vous être utiles, mais également les compétences et les aptitudes qui sont recherchées. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Ouais, juste pour terminer, je vous apporte une information que vous avez sans doute déjà. Nous, notre principale concurrence, c'est le travail au noir, hein, vous en doutez. Oui. Et en fait, une bonne nouvelle pour notre métier, c'est que vous savez que nos clients bénéficient d'un crédit d'impôt de 50% hein, sur la valeur. À partir de l'année prochaine, donc 2022, le ministre a annoncé une contemporanéisation, j'ai réussi à le dire, où globalement, il n'y a plus besoin d'avancer les frais. Jusqu'à maintenant, vous payez la facture tous les mois et l'année suivante, l'État vous allez rendre les 50%. Là, vous l'aurez cash directement. Donc, ça veut dire que du coup, la facture sera un peu moindre. Donc, beaucoup de gens qui étaient au noir vont basculer voilà, dans la ligne droite officielle. Donc, il va y avoir une croissance aux portes de Pôle emploi, ça c'est certain. Et c'est pour ça que je vous disais qu'on se prépare également de notre côté. Amine, je voudrais un complément, s'il te plaît. Tu nous dis que tu as beaucoup de CV. Comment fais-tu le tri et sur quels critères tu choisis et par rapport aux soft skills, puisque c'est le sujet du jour, comment tu tentes de les identifier au moment de l'entretien, de ton retour d'expérience à toi? Et je voudrais compléter la question de JP. Avec tous les CV qu'il y a, pourquoi il y a un si grand delta entre les clients, enfin le personnel potentiel à travailler de qualité et le peu de personnes recrutables en fait dans ces métiers-là? Alors, je vais répondre à Jean-Pierre. En fait, nous, on attache beaucoup d'importance à la lettre de motivation. Déjà, la visu directe de la lettre, elle te dit déjà beaucoup de choses. Soit c'est un copier-coller, soit la personne, c'est vraiment
appliquée à l'écrire, ou soit vraiment les mots viennent d'elle. Donc déjà, on fait déjà un premier tri avec mon épouse, puisqu'on s'occupe tous les deux de cela. Et puis après, c'est elle qui la reçoit. On la reçoit à deux, mais je reste un petit peu loin. Et on parle vraiment de la motivation de travailler chez des gens, dans leur domicile, etc., avant de parler réellement du métier des personnes âgées. Donc c'est surtout, on essaie de ressentir pourquoi elle veut faire ce métier. Est-ce que c'est par dépit? Est-ce que c'est par envie d'être avec les gens? Donc déjà, ça filtre énormément. Il y a une grande partie, Jean-Pierre, où on sent bien que c'est juste pour retourner la lettre en disant je suis bienvenu, mettez-moi un tampon qui prouve que voilà. Hein. Donc ça, bon, on le fait et puis voilà, on joue le jeu et au moins la démarche a été faite. Ensuite, ouais, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir pour répondre à votre question, Elodie, et qui sont persuadés que faire le ménage, en fait, c'est facile. Et nous, on les fait tout de suite recevoir quand elle a passé la première étape qui est la nôtre, voilà, le côté, notre perception humaine. On l'a fait rencontrer par une de nos auxiliaires de vie. Et là, quand elle lui dit, tu sais, moi, je me lève le matin à 6h30 parce qu'il y en a une dès que tu arrives, il y a du pipi partout, il faut déjà faire ci, faire ça. C'est 21h le soir, la dernière, parce qu'on ferme les volets, on s'en va. C'est les week-ends. Et là, déjà, ça élimine aussi pas mal de personnes. Parce que, ben voilà, il y en a qui sont persuadés que femme de ménage, c'est 9h, 16h. Donc ça explique également pas mal d'existence. Ensuite, nous, on aime beaucoup les salons. Il y en avait aussi Vaume, à Villeneuve-la-Guyarde, il y en a eu à Sens, à la salle des fêtes. C'est pas mal parce que du coup, on gagne beaucoup de temps. En très peu de temps, on arrive à avoir beaucoup de gens. Ça fait un peu comme le speed dating. Là, c'est franchement, nous, dès qu'on reçoit un mail sur une opération comme celle-là, on s'inscrit tout de suite. En plus, on se retrouve avec nos concurrents, c'est sympa. De voir les candidats passer de table en table, ça nous permet d'échanger. Et puis, ça, franchement, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut absolument privilégier, surtout moi dans mon métier. En une journée, on a facilement 10, 15 contacts. Et nous, on est 15 personnes dans la société. Et sur les 15, il y en a 6 qui sont issus de salons de recrutement comme ça. 3 de Villeneuve. Et d'ailleurs, à Villeneuve-la-Guyarde, on a recruté 2 personnes qui sont toujours là, qui sont de très bons exécutifs, qu'on n'aurait jamais recruté parce qu'elles habitaient loin. Alors que donc elles font le trajet à Sens, on participe financièrement à ces allers-retours, mais en temps normal, le CV, je l'aurais eu au bureau, on aurait dit elle habite trop loin, on l'aurait écarté. Donc je rejoins à ce que monsieur disait tout à l'heure sur le CV atypique. En tout cas, pour nous, le côté atypique, c'est la proximité, parce que on rayonne sur Sens et aux alentours, donc déjà que c'est un métier où on ne gagne pas beaucoup. Si en plus il faut qu'elle se tape des kilomètres en voiture, c'est compliqué. Et puis si la voiture est en panne, bah, après il faut la remplacer. Donc on privilégie forcément les personnes qui habitent à côté. Merci Amine. Monsieur Carrier a demandé la parole. Et puis ensuite, il y aura Clarisse Quentin qui interviendra juste après. Très bien. Rémi Carrier, il faut allumer votre micro si vous voulez intervenir. Pardon, excusez-moi. Pour rebondir à ce que tu dis, Amine, c'est vrai que le métier, moi je travaille avec 2 sociétés de nettoyage. La difficulté de ce métier-là, bien sûr, c'est la rémunération. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est souvent ce personnel-là utilise leur véhicule personnel pour faire différents sites, avec en majorité pas de défraiement kilométrique, ce qui précarise encore plus la personne d'une manière générale, et avec, comme tu l'as dit, et tu l'as bien dit, Amine, une amplitude horaire qui peut être avec beaucoup de coupures dans la journée, et commencer tôt le matin, finir tard le soir, avoir la disponibilité des clients et de chaque client. Et pour compléter ce qu'a dit de façon une majorité de personnes, nous on le voit au quotidien, nous on a une spécialité chez Régional Intérim plutôt sur le transport, le BTP et l'artisanat, mais avec le confinement, on a gardé nous, les entretiens physiques d'1 heure par candidat, ce qui nous permet quand même d'avoir beaucoup plus de qualité sur le recrutement et d'avoir les personnes aussi qui font l'effort de se déplacer pour venir après chercher un emploi quel qu'il soit, d'une manière générale, que ce soit quelqu'un de diplômé ou pas. Après, il faut aussi prendre la pandémie a bouleversé aussi le marché économique. Il faut savoir que les intérimaires, par exemple, de longue durée, bénéficiaient encore avant mars 2020 de prêts bancaires.
Ce n'est plus le cas. Toutes les banques ont fermé les vannes. Donc, c'est-à-dire que vous avez, pour toutes les entreprises qui souhaitent recruter en CDI, et on va avoir une augmentation de CDI significative, mais, globalement, parce que les de gens à la recherche d'emploi ou pas voudront se sécuriser sur une courte durée, mais sur 1 an, 2 ans, pour mettre leur projet en place. Mais ça, c'est une réalité du marché aussi qu'il ne faudra pas oublier d'une manière générale. Donc voilà, globalement, on a quand même une santé psychologique de la nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail quand même très compliquée. Et là, je rejoins Pascal sur l'accueil des nouveaux salariés, quels qu'ils soient. Les entreprises, alors soit biscuité là Pascal, mais ton entreprise a une très bonne réputation d'image sur l'accueil, mais globalement, on a une crise de l'accueil, quelle que soit la personne, de négligence démarrage qui gâche un peu, si vous voulez, l'image que peut faire la personne quand elle arrive dans une nouvelle société. Et je pense que ce travail-là de fond est essentiel si on veut fidéliser les nouveaux salariés qui arrivent dans l'entreprise. Voilà pour moi. Merci à vous. Donc, Clarisse Quentin. Oui, bon. Alors bonjour à toutes et à tous. Et je vous remercie de participer, de vous être inscrits tous dans le cadre avec ce club des dirigeants dans le cadre de la semaine de l'entrepreneuriat et de l'emploi. Bon, à titre perso, en plus d'être élue, je suis le Stéphane Plaza Immobilier de Sens et donc avec des problématiques de recrutement de temps en temps aussi. Je voulais revenir sur l'atypisme. Moi, le CV atypique, pour moi, c'est juste quelqu'un qui n'est pas dans mon domaine, mais qui, parce qu'il a pu faire dans sa précédente vie, montre des qualités d'écoute, relationnelle, etc. Et pour le coup, un CV qui aurait une expérience immobilière ne m'intéresse pas. Alors, c'est celui-là que je vais mettre de côté, parce que la marque étant assez forte, finalement, il vaut mieux apporter les compétences, que moi j'apporte les compétences, je cherche un savoir-être et derrière j'apporte les compétences et le poids de la marque, on le fait en interne. Voilà. Première chose. Deuxième chose, je voudrais revenir au tout début avec Pôle emploi pour dire que ça fait 2 fois là que je me trouve face à une difficulté qui est avec la réforme de Pôle emploi, faire démissionner un jeune pour venir, un jeune qui aurait 1 an et demi, 2 ans d'expérience, ben, ça devient plus possible puisque j'ai appris que s'ils démissionnent, ils n'ont plus droit à Pôle emploi et pas de période de carence. Donc, c'est un vrai souci en début de carrière que de capter une compétence qui s'est mal orientée au départ et qui veut se réorienter différemment. Ben, pour le coup, enfin, une compétence, un savoir-être, donc c'est compliqué parce que tant qu'il n'y a pas 3 ans, si j'ai bien compris, 3 ans d'antériorité dans une entreprise, il est devenu dangereux de démissionner pour un nouveau job, puisque même si je l'embauche et que ça ne convient pas chez moi, elle n'aura pas le droit à Pôle emploi. Voilà. Et troisième chose, Amine, je te remercie d'avoir parlé des carrefours. Effectivement, je pense que c'était une bonne solution de recrutement, enfin de prendre contact rapidement avec un maximum de gens dans une journée. Donc, on espère pouvoir remettre ces carrefours en présence physique à la salle des fêtes ou à Villeneuve-la-Guyard, et ben peut-être à la rentrée si c'est possible. Et en tout cas, je voulais te dire, Amine, que je n'ai pas vu tes annonces dans celles qui sont diffusées actuellement par le PEPS dans le cadre de la semaine de l'entrepreneuriat et de l'emploi. Donc, va vite faire ta vidéo parce qu'il faut qu'on les fasse tourner. Il y a un bug, il doit y avoir un bug alors. Ah, c'est forcément ça, Amine. Ça ne peut pas être autre chose. Du côté de la mission locale avec les jeunes publics, comment vous préparez les jeunes gens sur ces soft skills? Bonjour à tous, je voulais justement intervenir par rapport à tout ce qui s'est dit depuis tout à l'heure. Je trouve ça très intéressant de pouvoir avoir les 2 sons de cloche puisque nous, le PEPS, Pôle Économie, Insertion Professionnelle du Sénonais, il y a le mot insertion. Donc aujourd'hui, nous, on est entre les deux, on est entre le public et les entreprises, notamment moi dans mes missions puisque je suis chargée de la relation entreprise et mon rôle à moi, c'est de trouver les candidats qui correspondent aux offres qu'on va avoir. Donc, oui, en effet, malheureusement, je ne vous ai pas contacté, Monsieur Eridjé, cette fois-ci pour la semaine de l'entrepreneuriat,
mais je le ferai aujourd'hui pour vous proposer une vidéo afin de la publier le plus rapidement possible si vous le souhaitez. Donc, aujourd'hui, par rapport à tout ce qui a été dit, nous, on a un public qui est un peu éloigné de l'emploi. Ils ne sont pas tous éloignés de l'emploi, on suit à peu près juste en mission locale, puisque le PLI et la mission locale ont fusionné. Mais en mission locale, on suit pas loin de 1500 jeunes, dont 200, à peu près 200 sont prêts à l'emploi. Sauf qu'on va avoir tout secteur confondu et bien souvent, ils n'ont pas l'expérience ou les compétences demandées. Et technique, oui, pour certains, techniques. Donc, c'est un petit peu compliqué pour nous, mais on arrive à les positionner sur des offres. On fait le lien, en fait. Voilà, on va expliquer à l'entreprise les compétences du jeune, parce que c'est vrai que des fois, sur le CV, on n'arrive pas à capter l'envie ou les savoir-être du jeune. Voilà. Très bien, merci. Je voulais proposer à Ned Sekik de nous livrer aussi son expérience parce que lui, il avait besoin de quelqu'un et du coup, il a choisi de prendre un apprenti, de le former lui-même, de l'accompagner. C'est intéressant comment on choisit son apprenti et comment on le prépare à prendre de l'autonomie parce que je crois qu'en plus, il restera dans l'entreprise, hein, normalement. Donc, c'est une expérience qui nous intéresse. Bonjour à tous, pour ceux que je n'ai pas salué tout à l'heure. Mon expérience est petite, j'avoue, créateur depuis 2 ans. J'ai basculé il y a 2 ans du monde de salarié au monde d'entrepreneur. Et il m'a fallu changer de casquette et relever ce défi de sélectionner, malheureusement, le terme est dur, mais sélectionner un futur collaborateur parce qu'un apprenti, pour moi, ça sera… L'enjeu, il est de devenir un futur collaborateur, bien sûr, si le business le permet. J'avoue que je l'ai fait au feeling. Hein. Je l'ai fait dans un échange avec ces nouveaux outils numériques pour lesquels on a pu faire du Teams et puis échanger. Et moi, j'ai sélectionné la personne sur un critère qui était la passion parce que je pense que réellement, que si les jeunes sont passionnés, ils vont investir leur temps et c'est tout le paradoxe, c'est de donner que le métier dans lequel ils veulent évoluer devienne fun et une passion. Et la passion emmènera automatiquement une implication. Et j'ai pu le constater et le vérifier après avec rejouer le même scénario de recrutement avec un stagiaire, où là, j'ai trouvé aussi cette brique de passion qui aujourd'hui se confirme parce qu'on verra dans le temps, mais avec toute la collaboration qu'on est en train de mener, ça se vérifie. Donc, je pense ne m'être pas trompé. On verra dans le temps. Et je mise beaucoup sur cet échange humain. Bien sûr qu'il faut une présélection quand il y a beaucoup de candidats aujourd'hui à recruter. Mais pour ma part, vu la volumétrie, je reste toujours je privilégie le contact humain. Ce qu'on dit toujours, comment on peut se faire la différence, comment on peut être un peu… On peut convaincre, et je pense qu'on peut convaincre déjà sur un premier critère qui est cette passion. Voilà ce que je peux vous dire sur ma première expérience dans le domaine du recrutement. Voilà. Merci d'avoir redit 2 mots essentiels qui sont le feeling et l'intuition hein, du dirigeant recruteur et également la passion qui est évidemment un moteur important. Élodie Roy, on entend parler tout à l'heure des centres de formation qui sont présents sur Lyon. Comment organisez-vous l'intégration de vos protégés qui sont souvent en reconversion pour des raisons de santé? Comment ça se organise et comment vous pouvez les accompagner? Comment vous pouvez aider les entreprises ensuite à les recruter? En fait, on travaille sur deux axes. En tout cas, chez nous, on a bien sûr tous les problèmes de parcours liés à un état de santé qui fait qu'on est obligé de faire une reconversion professionnelle. Donc là, on accompagne les personnes dessus et on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de compétences qui vont être transférables et qui vont faire en sorte que ce sont de bons collaborateurs dans d'autres métiers. Souvent, on se rend compte quand même que c'était des métiers passion et les personnes avaient en tout cas trouvé leur place dans l'emploi. Du coup, c'est un travail qui est un peu compliqué, mais on les accompagne par rapport à ça et ça fonctionne plutôt bien.
Et puis, on a toute une partie aussi de freins à lever plutôt pour les jeunes. On est en train de réfléchir à un projet justement avec le PEPS par rapport à ça dans le Sénonais sur l'adéquation entre les compétences ou même l'idée des codes ou de l'idée de ce que le jeune se fait comme par rapport au monde du travail et puis la réalité du marché du travail. Et puis, on voit qu'il y a un delta et on voit aussi qu'il y a d'autres freins à lever que simplement les codes du monde de l'entreprise. Donc, on travaille aussi pas mal là-dessus. Il y a beaucoup d'orientations à faire ou à mettre en avant. Et puis, au niveau de l'insertion, pour pouvoir vraiment faire en sorte que la CVTech et puis les offres d'emploi puissent être matchées le plus possible, en fait. Et sur le Sénonais, on voit qu'il y a quand même des offres. On voit qu'il y a quand même des jeunes ou des demandeurs d'emploi et on va essayer de voir comment on peut améliorer les choses avec notre petite expérience. Mais voilà, je pense qu'il y a un travail à faire. Et puis, là, avec la mission locale, on a un vivier de jeunes qui seraient pas loin d'être prêts à l'emploi. Et puis, on va voir comment on va vous dire bientôt, mais il faut qu'on le finance. Hein, donc, si jamais il y a des élus qui veulent financer les projets, on est preneur avec la Milo, avec le PEPS. Donc voilà. Merci, le message est lancé. Merci d'avoir parlé de la représentation des métiers qui est parfois pas intuitive. Et puis évidemment, pour ceux qui doivent se réorienter, il y a parfois un deuil de l'ancien métier à faire et c'est un parcours. Hein, c'est un parcours qui doit s'accompagner. Mais là, ça fait appel à un vrai métier des psychologues du travail. Merci, Élodie. Amine reprend la parole. Oui, je voulais juste rajouter une chose, parce que je vais devoir vous quitter. Je vous remercie pour l'invitation. Et je voulais juste tendre la main à la CCI si jamais elle veut financer la motivation de tous les demandeurs d'emploi. Il y a Frédéric Lecomte qui propose une bonne formation pour retrouver la performance et la motivation. Donc, je vous tends la perche. Merci Amine. On connaît bien le sujet, on connaît bien les compétences de Frédéric, hein, avec qui on collabore depuis pas mal de temps. Je te rappelle juste que nous ne sommes pas financeurs, mais nous sommes capables d'aller chercher les bons financements, par contre. Très bien. Une collaboration alors. Merci Amine, merci Hervé pour la future collaboration. C'était la page de pub. Au revoir, bonne continuation. Merci Amine. Il reste 10 petites minutes si quelqu'un… On va engager peut-être la conclusion parce que je pense oui, voilà. On s'était engagé à rester dans le cadre de 10 heures, hein, de ne pas dépasser les 10 heures. Aurélie Vallot, pour finir le tour de table, le tour d'écran. Oui, juste un point qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure sur la partie sourcing. Il y a un levier qui reste vraiment très, très important, c'est la cooptation. C'est le fait que nos collaborateurs nous envoient des candidats. Et clairement, l'intérêt de ça, c'est que nos collaborateurs, ils connaissent notre entreprise, ils connaissent notre culture d'entreprise. Et nous, en tout cas, on remarque que du coup, ça influe énormément sur le turnover. On a très peu de turnover sur les candidats recrutés qui viennent de la cooptation. Donc ça, juste une remarque pour rebondir sur ce que disait Aurélie et confirmer tout ça. Avant de créer mon cabinet de recrutement il y a 10 ans, j'étais DRH de Berner à Saint-Julien-du-Sault. Et on avait beaucoup développé la cooptation pour recruter les commerciaux, avec une petite carotte, hein, puisqu'il y avait une prime à la cooptation. Donc, il y avait un intérêt financier non négligeable. Hein, c'était près de 800 € si la personne franchissait la période d'essai. Donc, on avait même peur que certains commerciaux arrêtent de vendre novices et boulons et deviennent cabinet de recrutement internalisé pour faire de la cooptation. Mais 30% de nos recrutements venaient par la cooptation. Ils restaient 3 fois plus longtemps que la moyenne des autres. Et puis, pour le budget recrutement qui était le mien, c'est aussi très intéressant parce que même si on payait 800 € de prime de cooptation, par rapport au coût moyen d'un recrutement qui était d'environ 1 500 €, ça faisait baisser le coût moyen du recrutement. Donc, c'était plus qualitatif, c'était quantitatif, plus qualitatif, moins cher. Et en plus, ça permettait aussi de donner une petite prime à nos collaborateurs sur ce sujet.
Donc, très important la cooptation. Merci Jean-Marie. Loïc, une conclusion? Alors, me revoici. Je m'inscris dans la continuité. C'était un échange riche. Voilà, je ne vais pas faire de la redite, surtout que le temps est compté pour tout le monde. En tout cas, merci aux contributions individuelles et collectives. C'était fort intéressant de voir qu'en fait, au sein d'un écosystème, on a des avis parfois tranchants et des avis complémentaires qui alimentent en tout cas l'écosystème et les enjeux qu'on a aujourd'hui et demain avec les nouvelles générations qui émergent. Donc, merci à la CCI et à tous les acteurs concernés donc, par cette belle semaine. Merci Loïc. Je vais redonner évidemment la parole à Hervé pour la conclusion. Juste 2 mots sur le club des dirigeants, Club RH, qui sont toujours vivants malgré cet éloignement. On va vite pouvoir se retrouver autour des chouquettes habituelles, mais pour le moment, c'est un peu freiné. Au mois de juin, on aura un rendez-vous club des dirigeants. On parlera de l'école des managers qui va faire son ouverture à Sens en septembre. Je vois qu'il y a 2 futurs participants qui sont là. On ne les nommera pas, mais ils vont se reconnaître. L'école des managers, c'est fondamental puisque on recrute, mais il faut aussi recruter. Le président Pérez le redit souvent. Il faut recruter des futurs dirigeants parce que des entreprises à reprendre, il y en a, il va y en avoir. La pyramide des âges des dirigeants d'entreprise, on est à plus d'un tiers au-delà de 60 ans. Donc, il faut absolument recruter des dirigeants d'entreprise. C'est une impérieuse nécessité et on ne peut pas se louper sur ça. Et être patron, c'est aussi un défi et ça se prépare, ça ne s'improvise pas. Donc, on va faire une session de l'école des managers à Sens à partir du mois de septembre, alors que l'école des managers était plutôt sur Auxerre depuis une quinzaine d'années. Donc, voilà pour les événements. Et donc, on fera un club des dirigeants au mois de juin spécifique, puisqu'on va remettre aussi les diplômes de la précédente session. On reparlera de la formation des dirigeants d'entreprise, c'est un sujet important. Voilà, merci à vous et je passe la parole à Hervé pour la conclusion. Merci Jean-Pierre. Alors, est-ce que juste avant, est-ce que Jérôme, peut-être tu veux dire un mot? Non, écoute, je vais te laisser conclure. Vraiment satisfait des échanges d'aujourd'hui. Et je me suis retrouvé aussi dans le processus de recrutement de la Chambre de commerce parce qu'on a, au cours des 2 dernières années, recruté quand même quelques profils à la fois atypiques et pour lesquels il a fallu monter une intégration pour leur donner envie de rester. Donc, pour le coup, je rejoins exactement les échanges de tout à l'heure. Ce que je note aussi, c'est que, et ça c'est une perspective intéressante, on va travailler de plus en plus avec les collectivités locales pour justement mettre l'appui sur l'attractivité du territoire, l'attractivité en matière de recrutement pour les salariés, aller essayer de recruter, de chercher des salariés qui viennent d'ailleurs et surtout faire en sorte qu'on les maintienne sur le territoire avec l'entreprise, mais aussi dans son écosystème global. Donc, on a vraiment de gros enjeux et de gros projets à travailler. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et je suppose qu'on relancera le sujet lors d'un prochain club de dirigeants parce que c'est vraiment important. À toi, Hervé. Merci Jérôme, et puis surtout un très très grand merci à tous. Moi, comme vous tous, j'espère en tout cas, j'ai passé vraiment un super moment avec des témoignages, Loïc l'a dit, mais je partage, très enrichissants, très complémentaires, de vraies expériences de vie. Donc merci vraiment à tout le monde. La modalité de distanciel était pas toujours favorable à créer de la dynamique, et finalement on s'est rendu compte ce matin que ce n'était pas du tout le cas, et ça c'est grâce à vous. Donc merci à tous, vraiment. Pour autant, je rejoins ce que dit Jean-Pierre, j'espère vraiment que le prochain club pourra être réalisé en présentiel parce qu'on a quand même besoin de se voir en vrai, ça fait quand même du bien malgré tout. Et puis la semaine de l'entrepreneuriat et de l'emploi continue. Alors vous pouvez retrouver évidemment cette séance sur la chaîne YouTube en tapant semaine de l'entrepreneuriat et de l'emploi. Il y a d'autres ateliers qui sont programmés, notamment par la Fabrique à entreprendre, des interviews qui ont été également réalisées par l'Office du commerce et de l'artisanat de Sens.
Voilà, donc n'hésitez pas à les consulter. En tout cas, un très, très grand merci à tous. Et puis, bonne continuation et surtout de bons recrutements. À bientôt. Au revoir à tout le monde. Au revoir à tout le monde. Merci à vous. Merci à vous tous. Au revoir.